il a dit aux gens en fait que les partis étaient mauvais, ne permettaient plus l'expression démocratique, et que donc il fallait s'en remettre à des gens qui étaient des techniciens qu'on allait recruter sur CV. Donc il y a eu tout un discours, il y a eu des ateliers pour permettre aux gens de présenter mieux leur candidature pour devenir parlementaire. On a eu des ateliers d'empowerment pour à peu près toutes les minorités sur comment vous pouvez vous présenter pour devenir député. Il fallait envoyer son CV. Il y avait une commission qui recrutait donc sur CV les nouveaux députés. Beaucoup ont été recrutés comme ça. Moi, j'ai eu pas mal d'entretiens, de coaching avec des députés qui avaient été appelés le 8 mai, élus le 6 juin, qui n'ont pas fait campagne, qui n'ont jamais fait campagne, qui ont découvert leur circonscription après l'élection, ce qui a été parfois assez douloureux, qui ont découvert aussi qu'un député, c'est rien dans le système français, mais même en général, c'est déjà très compliqué dans un système parlementaire. J'avais discuté avec Alastair Campbell, l'ancien conseiller de Tony Blair. Je l'avais fait venir à Paris. Bon, c'est quelqu'un de relativement colorful, comme on dit. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas devenu député après avoir quitté Tony Blair? Parce que ça aurait pu être intéressant. Au Parlement, vous auriez été bien, et je le pense. Il m'a dit, mais j'aurais eu une fraction du pouvoir, j'aurais été nobody, alors que quand j'étais avec Tony Blair, j'étais le numéro 2 du gouvernement. Et quand vous êtes parlementaire, vous n'êtes rien, c'était son expression. Et ils ont découvert ça, c'est-à-dire qu'ils étaient qu'un tout petit maillon. Pour beaucoup, ils étaient arrivés avec une idée, les parlementaires En Marche, très, très louable, très enthousiasmante même de la politique, parce que en fait, ils voyaient vraiment ça comme un job. Ils voulaient vraiment la faire, quoi. Ils voulaient vraiment être à la hauteur du job. Ils voulaient être à la hauteur de l'aspiration de leurs concitoyens. Il n'y avait pas du tout. Moi, je disais souvent, c'était pas compris, mais je disais souvent qu'ils étaient très premier degré, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que ce qui tue la politique française, souvent, c'est le second degré. C'est-à-dire qu'on a des mecs qui réfléchissent à 3, 4 voilà, de distance. Non, eux, ils étaient très premier degré sur leur feuille de route. Et je trouvais ça assez bien. Et du coup, ça, il l'avait promis aux gens, il l'a fait d'une certaine manière. Il a aussi promis de réduire le nombre de parlementaires. Moi, j'étais assez séduit au départ par le discours sur le parlementarisme rationalisé, parce que le Parlement français, on ne peut pas travailler au Parlement, les assistants parlementaires sont assez maltraités, il n'y a pas d'espace, ils sont mal payés, etc. Et ils ont augmenté les assistants de 10%, ils leur ont donné davantage d'espace. Il y a eu des choses de fait dans ce sens-là qui ont été très bref. Mais ce populisme-là, il a su l'utiliser et au fond le concrétiser. Et quand il dit les syndicats, j'en veux pas, quand il dit les corps intermédiaires, j'en veux pas, il le fait vraiment. C'est-à-dire qu'il gouverne absolument sans personne. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'on s'est rendu compte, notamment avec la crise Covid et avec les Gilets jaunes, que ça n'était pas efficace. Et le problème de la technocratie, quand elle cesse d'être efficace, c'est qu'on se demande pourquoi elle est là. Parce que si votre promesse, c'est que vous allez être compétent et que vous ne délivrez pas de compétences derrière, c'est là où la crise du macronisme est vraiment forte. Il y a une désillusion sur aussi la promesse de révolutionner la société, etc., etc. Et pendant le Covid, ça a été très perceptible, tout simplement parce qu'on était 37 millions à certaines de ces interventions sur notre canapé, à se dire bon alors il la résout la crise ou voilà. Et c'est à la fois très injuste et parfaitement démocratique. C'est mon droit d'être sur mon canapé, d'attendre qu'on résolve la crise, puisque par définition on me demande d'être chez moi. Et en même temps, c'est injuste parce que, voilà, qu'est-ce qu'ils pouvaient y faire? Mais ils ont démontré une vraie incompétence dans la gestion des Gilets jaunes en termes de maintien de l'ordre public. Ils ont démontré une vraie incompétence dans le Covid qui continue, qui est une incompétence crasse et épouvantable. Il y a eu une vraie compétence sur certains domaines, comme l'économie, par exemple. Bruno Le Maire, voilà, tout ça est très reconnu. Il y a une vraie bonne gestion au plan économique. Mais c'est une compétence isolée. Et du coup, c'est là où moi je pense que la politique reprend ses droits aujourd'hui. C'est parce que les gens se disent, mais c'est bien, c'est sympa. On a testé, maintenant on veut revenir à nos engueulades, on veut pouvoir taper sur quelqu'un, on veut du clivage, et personne n'a résolu magiquement nos problèmes, donc la promesse technocratique, elle n'a pas été remplie. Et on a quand même une tradition politique très forte chez nous. Il faut bien voir que les 5 ans avec Macron, ça a été très dur pour ceux qui aiment la politique, ce qui est mon cas, parce que vous ne pouviez pas vous opposer à quelqu'un, c'est impossible. Si vous dites à quelqu'un, par exemple, sur le Covid, je pense qu'il faudrait davantage faire de prévention, il va vous dire, oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais en même temps, il va aller voir Didier Raoult. Et vous allez dire, mais pourquoi tu es allé voir Didier Raoult? Je dis, mais tu vois bien que je ne suis pas avec lui en même temps, puisque voilà. C'est impossible de s'opposer, c'était impossible pendant 5 ans de s'opposer à un macroniste. Là où il y a une bonne nouvelle, c'est que maintenant on peut s'opposer, se foutre sur la gueule, et je pense que c'est parfaitement ça. C'est c'est peut-être la fin de la parenthèse technopopuliste, mais qui peut ouvrir, et je voulais en venir à ça, une parenthèse parfaitement populiste avec l'extrême droite,
Parce que la promesse de mouvement, qui est la promesse pure d'En Marche, qui était purement une promesse de mouvement, ce que tu dis très bien dans ton livre, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce qu'il a promis, il utilise des verbes intransitifs, il n'y a jamais de complément d'objet. Voilà. On va faire, mais pour faire. Cette promesse-là, dans les bouquins notamment de Zef Sternel sur la naissance du fascisme, c'était la période pré-fasciste. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça, mais c'est intellectuellement intéressant de le savoir. La période pré-fasciste, avec le futurisme ou avec d'autres mouvements, c'était l'exaltation du mouvement pour le mouvement, en dehors de tout contenu idéologique.